Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. En tout cas, l'autre rendez-vous respecté, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité. Parce que vous savez que c'est à travers cette tribune que nous entrons en tout cas en profondeur, sans éloge des personnalités. Nous restons objectifs parce que nous estimons que nous avons comme pays que la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que nous évoquons souvent un philosophe que nous aimons bien, Héraclite d'Éphèse, et nous disons « tout coule, tout passe, rien ne demeure ». Cela justement pour interpeller les acteurs politiques à comprendre leur mission exacte, celle de servir et ne servir que la République. Nous allons analyser quelques points d'actualité aujourd'hui, mais nous parlerons d'abord de la condamnation de Jean-Pierre Bemba. 18 ans, vous aviez suivi la juge. 18 ans, Jean-Pierre a déjà fait 8 ans, donc 10 ans encore. Peut-être on attend l'appel, et également le lieu où il sera détenu. Un autre temps d'appréciation maintenant des réparations sera fixé par la Cour. Et voilà, aujourd'hui, c'est fixé, Jean-Pierre Bemba, 18 ans. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Vous aurez les avis de vos invités. Comment ils ont pu accueillir alors ce verdict. Nous parlerons politique parce que vous avez suivi la campagne jusque-là initiée par les évêques, campagne de sensibilisation de la population pour bien défendre leurs droits, pacifiquement. Droits, quels droits? Autant de droits. Alors, pourquoi à ce stade des temps sensibiliser la population? Avec vos invités, nous allons également analyser. La dynamique de l'opposition après Bruxelles aujourd'hui, on sent qu'il y a une division à l'interne, ou une division latente, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être dire, parce qu'il y a l'OMLC, il y a l'UNC, il y a le MDECO, le parti de Gabriel Mokia, il y a le parti de Jean-Lucien Boussa, qui ne sont pas d'accord avec les résolutions de Bruxelles. Ils pensent qu'ils doivent garder la position de la dynamique, celle de refuser alors le dialogue, à tout point de vue. On va analyser quel avenir finalement pour la dynamique. L'opposition républicaine, vous aviez suivi la position de l'opposition républicaine, l'opposition du président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, accepter le dialogue, mais dans le respect de la Constitution, et il évite les extrémismes. Et là, il parle probablement des deux camps. Du côté de la majorité, on veut respecter à tout prix la position, pas question d'une quelconque concession. Du côté de l'opposition aussi, pas question d'une quelconque concession. Et alors que nous nous acheminons tout droit vers le mur, qu'est-ce qu'il faut? Alors pour l'opposition républicaine, il faut éviter l'extrémisme. Nous parlerons de la santé parce que vous aviez suivi. Il y a le cas ou des cas de fièvre jaune, déjà constatés en République démocratique du Congo, très précisément dans la capitale, ici à Kinshasa, dans la province du Congo central et dans la province du Kwango. Maintenant, le grand travail, c'est pour les médecins. Comment la population doit se comporter dans une ville comme Kinshasa, c'est un grand défi. Et nous pensons que toutes les mesures seront prises pour sécuriser correctement les citoyens. Le social ne sera pas esquivé parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, le dollar s'échange à 111 francs congolais. Alors nous posons la question: à quand le social et pourquoi garder la même équipe dès lors qu'on ne sait pas assurer aussi le social congolais? Avec qui échanger ce soir? Nous allons échanger avec Maître Guillaume Majolo, communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître. Bonsoir. En tout cas, ce n'est pas la première fois déjà avec vous, c'est autant de fois que nous nous retrouvons à l'Écopole. C'est toujours un plaisir, renouvelé d'ailleurs. En tout cas, et la majorité présidentielle aujourd'hui, ça va bien. Ça va, on ne se plaint pas. Et on continue à affûter les armes. On continue à travailler. Mais vous étiez un peu absent depuis un certain moment. J'étais en partie en mission de la République à l'extérieur, aussi bien à Berlin qu'au Japon, pour les activités de la République. Vous savez que en dehors de la communication de la majorité, j'ai aussi des activités aux affaires étrangères qui sont liées à l'intégration régionale. Et je représente les pays la plupart du temps à l'extérieur, parce que la vocation des affaires étrangères, c'est vers l'extérieur. Et en l'espèce, j'étais au Japon pour une activité de la SADC Japon, qui préparait
au fait la réunion ministérielle TICAD, donc Japon, Afrique, d'abord à Banjul et la suite sera à Nairobi au mois d'août. Donc j'étais parti pour Et ça. vous étiez avec le ministre des Affaires étrangères? Pas du tout. J'étais seul. Normalement, je devais y être avec les ministres de l'Industrie et la ministre du Commerce. Bien malheureusement, leurs agendas n'a pas permis. Alors, sinon, c'était bien passé? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ok. Alors, Maître Bajolo sera en face de Bienvenu Bambale. Lui, c'est la toute première fois. Il est le président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise, MGC en sigle. Il est également le parti où son parti fait partie de la dynamique de l'opposition. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est la première fois que nous vous recevons sur Eco. Bonsoir, il faut un début à tout, puisque Oui. bon, sachant que j'ai bien souvent ici au CCTV, mais avec vous c'est la première fois. Donc on va débattre par rapport à la situation de notre pays, sachant que notre source de ce pays, on doit voir réellement de quelle façon ramener je dirais, la réflexion à nos problèmes qui nous divisent entre guillemets, entre la majorité et je dirais, l'opposition. Mais les conditions politiques actuellement sont dures, hein, difficiles même. Mais les conditions sont difficiles parce que ce n'est pas nous qui sommes en place, c'est eux qui sont au pouvoir qui veulent le rendre difficile. Donc ils ont tous les mécanismes en place pour faciliter les choses à la population. Mais malheureusement, ils ne veulent pas le faire. Ils confisquent les choses. C'est justement là la complexité. Ben, c'est pour ça qu'on va les pousser, on Et va ça, les ça aider. fait même peur. On va les aider, je dirais, à relâcher un peu, puisqu'ils sont venus en liberté, il faut qu'ils restent des libertaires qui passent la main. Vous allez les aider comment? On verra. L'opposition, son unité semble très fragile. Hein, Non, aussi. nous sommes, je dirais, dans l'unité, puisque, bon, mis à part ce qui est sorti des conclaves, puisqu'on a demandé plusieurs palettes d'observateurs extérieurs par rapport au dialogue que le chef d'État qu'il a voulu initier. Mais ce dialogue en question, ça allait dans son sens à lui, puisque lui, il veut faire la continuité. On va aborder cette question. Merci. Parce qu'on parlera de l'opposition en profondeur. Oui. Parlons d'abord de la question de Jean-Pierre Bemba, condamné aujourd'hui à 18 ans. Il a déjà fait Maître Majolo 8 ans. Il lui reste encore 10 ans. Le verdict est tombé. Alors, il reste maintenant un autre temps pour examiner la problématique de réparation des victimes. Et l'appel n'est pas encore fait par la défense. Et également être fixé de l'endroit où il pourra purger sa peine. Alors, le verdict de Jean-Pierre Bemba, 18 ans, en tant que fils du pays congolais, comment vous aviez reçu cette nouvelle? Bon, je ne peux pas faire de commentaires autres que ce qui a déjà été dit par un certain nombre d'observateurs. Il faut simplement rappeler que la Cour pénale internationale est en train de mettre en place sa jurisprudence. Elle innove dans les secteurs d'activité, notamment des crimes internationaux, qui sont répertoriés dans les traités des Roms. Et chaque cas est un nouveau cas pour cette Cour, qui est tout à fait neuve. Et en l'espèce, en ce qui se concerne Jean-Pierre Bemba, bien malheureusement, on s'attendait à ce qu'il puisse avoir ce type de peine parce que la batterie des reproches ou d'incriminations qui a été mise à sa charge disposait naturellement d'arriver à ça. Puisqu'on ne pouvait pas les tenir aussi longtemps en Il y a détention. certaines personnes qui commençaient même à penser le pire. Aller jusqu'à 30 ans, au-delà même de 30 ans aussi. La réquisition était à 25 ans, donc c'était la moyenne qu'il fallait espérer entre 15 et 20, en tout cas pas à 21, 22, mais entre 15 et 20, c'était la moyenne. J'en ai parlé avec un certain nombre d'amis, et notamment des juristes, pour dire qu'effectivement, on allait nager dans cette moyenne-là, entre 15 et 20. Mais on est à 18, c'est quasiment ce qui... pour ceux qui sont habitués avec la justice, et j'en suis habitué avec la justice par mon métier, je suis auxiliaire de justice, c'était un peu naturel qu'on arrive à cette fin-là. Mais la procédure n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore terminée. Il peut encore former appel, espérer que ça soit réduit, tout comme il peut se contenter de cette peine-là. Mais le ministère public peut aussi former appel. Dire, je ne suis pas content des 18 ans, j'aurais souhaité que ce soit un peu plus que 18 ans, 20 ans, 22, 23, pour telle raison, telle autre raison. C'est très rare, mais c'est possible. C'est ouvert. Maintenant, il faut voir les délais d'appel, combien de temps ça va prendre. Puisque, bon, ça, il faut revoir un peu les traités, ce qui prévoient, ou les textes qui organisent les procédures au niveau de la Cour. Prévoient quoi exactement. Et puis, il y a aussi l'aspect lié aux victimes, qu'il faut indemniser. Bon, est-ce que
tout ce qu'il a, ses avoirs permettront de pouvoir couvrir toutes ces demandes, des réparations, ou bien il y a une compensation, notamment en ce qui concerne une possibilité d'une peine qui remplacerait l'indigence éventuelle. C'est-à-dire que l'indigence, c'est la situation selon laquelle il n'est pas en mesure de pouvoir payer parce qu'il n'a plus de moyens. Alors est-ce qu'en ce moment-là, il y a une justice, notamment française, qui prévoit que dès lors que vous n'êtes pas en mesure de payer les pénalités, une peine d'emprisonnement peut remplacer, couvrir votre indigence. Parce qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas si la Cour, à ce niveau-là précis, il y a un mécanisme qui organise cette vacuité de moyens. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais simplement, à l'heure actuelle, tant que la procédure n'est pas encore clôturée, tant que les délais d'appel courent encore, pour les deux parties, c'est-à-dire celle qui poursuit et la défendresse, donc attendons pour voir. Voilà, attendons pour voir. Alors, bienvenue. Vous êtes de l'opposition. Jean-Pierre Bemba, le président du mouvement de libération du Congo, parti de l'opposition. On a attendu depuis longtemps son verdict. Finalement, le verdict est tombé, 18 ans d'emprisonnement. Et il a déjà fait 8 ans, il lui reste encore 10, avec des éventualités, bien entendu, comme m'a dit Maître Guillaume, ça c'est dans leur secteur. Dans votre qualité de politique, d'opposant sur quoi? Condamnation Jean-Pierre Bemba, comment vous aviez reçu la nouvelle? Alors pour ma part, vraiment, je compatis réellement avec toutes ces familles qui étaient victimes de viols ou de massacres. Bon, je n'ai pas été là, on n'a pas vu réellement des choses. J'ai compati à ce qui est dit. Maintenant, j'aurais voulu tirer un peu l'attention à tous ces fils d'Afrique pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, la CPI, c'est un tribunal aujourd'hui qui sont créés pour arrêter les fils du pays des Afriques. Okay? Ce tribunal, pour moi, c'est un tribunal qui est arbitraire. C'est un tribunal qui est créé pour, je dirais, remettre le veto entre, je dirais, peut-être les nègres et les maîtres. Okay? Il faut que les Africains se réveillent. Ce tribunal, aujourd'hui, il est, je dirais, arbitraire. Donc, ils sont là pour faire la pression à des vrais fils du pays qui essaient un peu d'échanger les choses dans leur pays. Il faut tenir aussi compte. Alors, vous permettez, cher ami, aujourd'hui, ces tribunaux, aujourd'hui, ils sont là. Ils nous font la pression en disant que voilà, demain, si même vous, demain, vous êtes au pouvoir, si vous ne lâchez pas un peu du laisse, à la fin, monsieur, on viendra vous chercher pour vous envoyer à la CPI. Pour moi, sincèrement, la CPI, c'est une honte. J'assume le mot. Je suis africain et j'assume ce mot-là. Aujourd'hui, malheureusement, les Africains, ils applaudissent la CPI. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables à juger de nos affaires tout seuls. Si réellement Jean-Pierre Bemba, il était, je dirais, auteur de tout ce massacre, dans ces cas Batassé, qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi pas qu'on l'envoie au Bangui pour qu'il soit jugé là-bas? Donc, il faut que les Africains se réveillent. La CPI, pour nous, c'est une honte. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous restons un peuple soumis, un peuple, je dirais, esclave. Et moi, je refuse cela. Mettons Jean-Pierre Bemba, il est là, tant mieux. Il a fait sa peine. Mettons ce qui va sortir c'est là, ok, il finira, il va purger sa peine. Mais il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, malheureusement, nous-mêmes les Africains, on se laisse berner. Oui, on accepte des choses qu'on ne doit pas accepter. J'attends son propos, son point de vue. J'ai entendu des chefs d'État africains. Est-ce que c'est pas parce que eux-mêmes, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils posent des actes parfois inconscients, ils ne considèrent pas leurs citoyens? Alors maintenant, lorsqu'il y a une cour pour les suivre, mais pourquoi vous devez vous opposer à cette cour? Vous savez, monsieur, aujourd'hui, maintenant c'est protégé. Vous savez, en parlant de la CPI, aujourd'hui, nous, pour revoir un peu l'histoire, on a été libérés par l'AFDEL en 97, qui sont venus avec les alliés Rwanda, Ouganda et tout ça. Mais parmi ces alliés-là, ils ont commis des atrocités ici. À l'époque, on n'avait pas encore la cour. Oui, mais pour vous dire aujourd'hui, mais ces gens-là aujourd'hui, la CPI est là, on peut les rappeler. On a eu Kunda ici, là, il n'y a pas longtemps. Un certain général Kunda. Mais lui, il n'est pas, je dirais, à la CPI. Le Rwanda n'a pas signé. Oui, mais pour cela, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que, pour moi, je dis clairement que l'histoire des CPI aujourd'hui, ça les intéresse à quelques pays où ils veulent mettre un peu leur veto. Jean-Pierre Bemba, c'est une histoire politique, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est un chef de guerre. Il n'a pas été, je dirais, sur place à Centrafrique. Oui, ces hommes, ils ont fait des choses. Oui, mais aujourd'hui, les preuves en question qu'ils ont ramenées, ce n'est pas des preuves, je dirais, qui sont tangibles. Ce sont des gens ramassés par-ci, par-là, qu'ils ont plaidé. Mais aujourd'hui, condamner quelqu'un, même à 10 ans de prison pour des choses que lui-même, il n'a pas commis, c'est grave. Bon, mettons, ok, on peut comprendre, c'est un chef de guerre, oui.
Mais aujourd'hui, pour moi, la CPI, c'est une honte pour les Africains. Voilà. Malheureusement, les Africains veulent l'accepter. Moi, je n'accepterai pas cette tribunal. C'était qu'une question pour compatir à ce qui est arrivé à Jean-Pierre Bemba, la condamnation par la Cour pénale internationale. Nous souhaitons que le dossier, parce que vous avez suivi Maître Guillaume Majolo, ça va encore évoluer parce que ce n'est pas encore terminé, les appels sont là. Espérons qu'on pourra probablement réduire la peine et voir son fils du pays, en tout cas, regagner un peu à temps son pays pour continuer son combat politique. Abordons notre premier point de l'émission de ce soir. C'est la campagne de sensibilisation de la population pour bien défendre leurs droits pacifiquement. Campagne initiée par les évêques, Maître Guillaume Majolo. Ça, c'est les évêques catholiques qui pensent qu'il faut maintenant réveiller la population. Il faut sensibiliser la population à comprendre leurs droits, ou ces droits alors, et quel type de droits. Il y en a beaucoup. Mais nous, à notre niveau, nous avons compris que probablement parce que nous sommes vers la fin de l'échéance ou du mandat, alors on voudrait maintenant faire comprendre à la population de prendre les responsabilités ou ses responsabilités face, n'est-ce pas, à ce défi qui est celui à pouvoir respecter la Constitution. Comment vous avez apprécié maintenant la campagne de sensibilisation initiée par les évêques? Oui, M. Pascal, le souci, c'est qu'en droit, lorsque vous réclamez un droit, excusez la tautologie, vous réclamez un droit quelconque, il faut le définir. Droit à quoi? Présentons les chapelets de possibilités en termes de droits en RDC aujourd'hui. Il y a 2 corps de règles. Aujourd'hui, on en a 3 sur la scène internationale. Il y a ce qu'on appelle les droits de la première génération, les droits de la deuxième génération et les droits de la troisième génération. Je m'explique. En 1966, la RDC a signé les droits de la première génération et de la deuxième génération, qui contiennent ces droits. La première génération porte sur les droits civils et politiques, c'est-à-dire la liberté d'expression, je cite comme ça au hasard, les droits de manifester, l'opinion, les élections, les tribunaux justes, ainsi de suite et tout ça. Ces corps des règles se trouvent coulés dans cet instrument qui s'appelle la Constitution. Et depuis 2006, la RDC met ça en œuvre à travers notamment les élections, la multiplicité des partis politiques, les médias sont libérés, il y a encore des failles, il y a encore des lacunes dans l'approche de la gestion du droit. Ça, c'est par rapport à la première génération. Ce n'est pas encore parfait. Et d'ailleurs, ces mêmes droits de la première génération, quand on regarde comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre par les pays de l'OCDE, qui sont les plus avancés, il y a encore des lacunes. Il y a des procès au terme desquels les gens se trouvent dans les couloirs de la mort, notamment aux États-Unis, et que finalement, au bout de 20 ans, on découvre qu'effectivement la personne n'était pas coupable. Donc il y a des failles encore. La Cour européenne des droits humains a remarqué que la France, la Belgique, la Turquie n'ont pas été des bons élèves en matière des droits humains, en regard du droit de la première génération. Donc c'est toujours à parfaire. Un exemple précis, une affaire a été portée devant la Cour des droits humains à Strasbourg sur ce qu'on appelle la théorie des apparences. Si vous regardez bien, même à la télévision, éventuellement au cinéma, quand on présente un tribunal anglais, vous avez les juges, les 2 parties sont en bas. C'est-à-dire, la partie qui attaque, qui requiert, en l'occurrence, le ministère public, est au même niveau que la partie qui se défend. Et quand vous regardez dans les droits latins, donc ça c'est la common law, vous verrez que d'un côté, vous avez seuls les parties, mais il y a une des parties qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire les procureurs, et y compris en RDC ici, on a la même situation. Les procureurs de la République se trouvent à côté du juge qui va devoir sanctionner. Ça s'appelle la théorie des apparences. Et ça a été condamné par la Cour européenne des droits humains. C'est pour vous dire que l'évolution du droit, comment elle fonctionne dans les pays les plus avancés.
Maintenant, la deuxième génération. Très rapidement, parce qu'on ne sait pas prendre tout le temps. Il faut que ceux qui nous suivent s'aperçoivent de la supercherie et de l'amusement. On va vite, rapidement. Deuxième génération porte sur les droits socio-économiques et culturels. Et ça, ce n'est pas une obligation pour les pays comme les nôtres, qui sont moins avancés. C'est-à-dire, cette possibilité de mettre à la disposition de la population des routes convenables, les soins médicaux convenables, au même titre que les gens de l'OCDE. Le seul pays qui sont contraints pour lesquels, en fait, ces droits deviennent contraignants, ce sont les pays de l'OCDE. Seuls eux sont soumis à pouvoir respecter ces éléments-là. Il y a un minimum auquel doivent accéder les populations parce que leur niveau de vie est tellement élevé, l'indice calculé par les fonds monétaires et la Banque mondiale met en place un mécanisme découvrant qu'effectivement, ces gens-là doivent absolument se soumettre pour les partages, pour ceux qui n'ont pas de moyens. Maintenant, on a les droits de la troisième génération qui portent sur l'environnement. Voilà les trois corps des règles. Maintenant, vous me dites, les évêques ont décidé de pouvoir demander à la population de pouvoir... Sensibiliser la population. Très bien, mais sur quel corps des règles? Sur quel corps des règles? Première, deuxième, troisième génération. Mais on peut tout résumer parce que là, c'est dans la démarche scientifique. Les droits élémentaires, ne fût-ce que ça, moi je dis ainsi. Droit à la vie, droit à l'eau potable, droit à l'électricité, droit. Les droits élémentaires qui sont compilés, bien entendu, par la Constitution. Alors, on veut peut-être sensibiliser la population à pouvoir comprendre, à s'approprier effectivement de ces droits, parce qu'à un certain moment, on se rend compte que nous sommes en face d'une population qui ne comprend pas ce qu'elle doit faire pour son avenir. Juste ce point précis, M. Pascal, vous faites bien de pouvoir me tendre la perche. Je viens de vous citer ici les droits qui sont contraignants en ce qui nous concerne, qui sont les droits de la première génération, civile et politique. Et vous m'ajoutez ce que vous venez de citer, ce sont les droits de la deuxième génération, socio-économique et culturelle. Nous ne sommes pas encore à la hauteur. Les dirigeants sont obligés de tendre vers la possibilité de donner à la population, de couvrir ces besoins-là. Mais simplement, lorsque vous avez un budget aujourd'hui qui était à 8 milliards, qui a été ramené à 6 milliards, des coupes sans cesse, la situation de la protection de l'État de RDC posant problème, avec ces petits budgets, on n'est pas en mesure de couvrir un certain nombre de besoins, notamment du secteur des droits économiques, sociaux et culturels. Vous, la politique, le problème, c'est quoi? Vous savez, l'année passée, par exemple, vous savez que le budget était de tel montant, oui, et c'était difficile de satisfaire la population. Aujourd'hui, vous avez élection, mais dans votre campagne, vous aviez encore une communication d'assurance. Alors, on vous fait confiance, on vous donne des voix, mais en fait, quand vous n'êtes pas en mesure de respecter ou d'honorer les promesses, et la population continue à rester dans ces états sans qu'il y ait une bonne évolution, c'est là où le problème c'est très rapidement parce que ce que je peux devoir assumer aujourd'hui, c'est qu'il y a eu peut-être et sûrement une difficulté plutôt de pouvoir appréhender les secteurs miniers, d'une part. En fait, la pompe à ressources, en ce qui concerne la RDC, est dirigée vers une même direction. J'aurais voulu que vous puissiez regarder le fisc et le style de vie de la population à ce qui concerne tous les droits élémentaires, comme vous aviez énuméré là. J'en viens. Est-ce que vous ne voyez pas que ça vaut la peine que la population comprenne qu'à un certain moment, il faudrait dire stop et changer notre style de vie pour qu'on respire aussi. J'en viens et elle aura raison de pouvoir le dire. J'en viens. Simplement, je signale que les prévisions qui avaient été organisées par rapport aux recettes pour permettre à couvrir les besoins de la nation portaient sur les secteurs miniers en gros. Mais malheureusement, avec la chute qu'il y a eu, ce qui fait que ces recettes ne sont pas venues, n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça pose un problème. Mais il aurait fallu, et d'ailleurs, les chefs d'État l'ont rappelé, qu'on puisse diversifier. Les instances internationales ont demandé à ce qu'on puisse sortir du mécanisme unilatéral, monocal au fait, à toujours aller ponctionner vers le secteur minier et en partie en y ajoutant notre douane. Ça n'est pas suffisant. La diversification s'impose à tous, notamment la mise en place correcte de la TVA. On va revenir. Alors, bienvenue. Vous avez pratiquement 5 minutes comme a pu bénéficier Guillaume Majolo. Les évêques ont initié la campagne de sensibilisation de la population pour la défense de leurs biens, de leurs droits plutôt. Mais je dois rappeler que par le passé, nous avons le combat des évêques. Et depuis le début de cette législature, à chaque fois, ils se battent pour le respect de la Constitution, ainsi de suite. Alors ça, c'est mon point de vue. Curieusement, vers la fin du mandat, aujourd'hui, c'est une stratégie pour sensibiliser la population, pour que
défendre correctement ses droits, c'est quoi finalement? Ça cache quoi selon vous? Vous savez, pour ma part, je viens d'entendre un juriste, un avocat qui vient de dire que le gouvernement congolais n'est pas obligé de donner à ses concitoyens du social. Puisque c'est le deuxième droit. Oui, il a équilibré. Il a équilibré. Ce qu'on a comme budget, pour le moment, lambda, parfois c'est difficile de satisfaire à tous les besoins. Moi, j'aurais voulu, pour le moment, qu'ils sont à Kingasani, demain, s'il n'a pas de l'eau, puisque le gouvernement n'est pas obligé de vous donner de l'eau, ce qui peut comprendre ce moment-là. Donc, malheureusement, aujourd'hui, notre gouvernement, c'est comme dans notre maison, c'est notre papa. Vous mettez des enfants au monde, vous n'êtes pas obligé de les nourrir. Dans ces cas, arrêtez de mettre des enfants au monde. Donc, vous êtes au pouvoir. Comment c'est dire qu'aujourd'hui, j'ai opté pour, je dirais, un processus, je ne suis pas obligé de servir ma population. Quand on voit aujourd'hui, un exemple simple, le cortège du Premier ministre, quand tu roules avec, il y a plus de 1 million, ça vaut ces cortèges-là. 1 million de quoi? De dollars? De dollars. Le cortège du Premier ministre. En termes de prix des véhicules, de prix des véhicules. Tout ça. Voilà. Donc, maintenant, prenons pas beaucoup. les cortèges de chef de l'État, ça vaut dans les 10 millions. Juste pendant qu'il roule là, le président, quand il sort de chez lui pour aller, je ne sais pas, à Kingakati, son cortège là, ça vaut 10 millions. Donc il pourra les réduire pour servir la population. C'est un exemple que vous prenez. Mais évidemment, est-ce qu'il a besoin d'avoir ces 10, je ne sais pas, 10 grosses 4, le ministre, je ne sais pas quoi? Non, nous on souffre, eux ils ont de moyens qui se baladent avec. C'est comme si vous avez faim, quelqu'un qui se balade avec à manger. Donc c'est un peu la mauvaise gestion. Aujourd'hui, il s'y prétend que le Congo n'a pas géré l'économie, puisque pour moi, je pense que c'est la mauvaise gouvernance. Ils se sont focalisés tout simplement sur nos matières premières. Alors au Congo, nous avons le soleil, nous avons de l'eau, nous avons les forêts, l'énergie. On a tout ce qu'il faut. Voilà, mais malheureusement, ils ne savent pas se diversifier nos économies. Ils sont focalisés sur nos minéraux. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc, pour ma part, aujourd'hui, ils sont responsables de malheur de la population. Maintenant, les évêques sensibilisent la population. Ces gens-là, ce sont des gens qui prient un peu le bon Dieu, ils ont raison de dire qu'aujourd'hui, puisque si vous comptez à vos gouvernants en question, il ne vous donnera rien. Donc, prenez en charge vous-même, puisqu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le gouvernement en place ne s'occupe pas de la population. Donc, eux, comme ils sont en contact réel avec la population, ils disent voilà, messieurs, dames, dans ces cas, n'espérez rien à vos chefs d'État ou bien à vos gouvernants. Vous-même commencez à, admettons, créer au pire des cas vos petites, comment on peut appeler ça, de cantines pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement en place, il est incapable de mettre en place au Congo aujourd'hui. Vous savez, à l'époque du Congo, on avait des cartes en droit pour des gens des fonctionnels. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui travaillent, ils n'ont même pas juste cette étiquette-là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'ils donnent aux citoyens des moyens de soins médicaux? Ils prétendent qu'il n'y a pas l'argent. Quand on voit, ils bâtissent des maisons par-ci, par-là. Nous, on crève des faim. Je n'apprécie pas. Oui, est-ce que les évêques ne sont pas en train de préparer... Non, vous savez, cher ami, non, vous savez, les évêques aujourd'hui, ce n'est pas des églises des pasteurs qui roulent avec de grosses 4x4. Hein, c'est des gens qui sont là, qui prêchent. Puisqu'ils sont plus en contact avec les gens, je dirais, la population lambda. Ouais. Mais malheureusement, ce qu'ils ont constaté, c'est la réalité. Les gens, ils ont la misère. Je vous dis aujourd'hui, quand tu vois le cortège des chefs de l'État, ça vaut 10 millions. Pendant qu'il roule de chez lui à Kingakati. 10 millions, pendant qu'il roule là. Sans compter les salaires de bonhommes qui sont avec lui. Est-ce qu'il a tout ça besoin dans la capitale? Dégageons un peu, parce que ben évidemment. Quand vous regardez par exemple, dans une ville comme Kinshasa, parce qu'on ne sait pas aller à l'intérieur, nous limitons d'abord ici, question d'eau, question de l'électricité, question de la sécurité, question des logements, des infrastructures routières, ainsi de suite, beaucoup d'aspects comme ça. Est-ce que c'est parce que ces problèmes posent problème, excusez la tautologie, que les évêques maintenant sensibilisent la population, ou c'est parce que les évêques voudraient qu'on respecte la Constitution parce que leur combat depuis toujours, c'est le respect de la Constitution? Cher ami, je ne me permettrai pas d'aller dans ce sens-là. Ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu qui prient, qui voient la population dans la misère. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Congolais pense qu'en priant le bon Dieu toute la journée, la main va tomber. Donc rien ne tombera. Donc ils sont censés dire réellement... en disant que voilà, vous priez, mais votre problème ne sera pas réglé, puisque ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils ne veulent pas vous aider. C'est la réalité. Et par cette campagne, ils veulent atteindre... Mais non, les évêques, ils n'ont pas poussé les gens à se rébeller ou quoi que ce soit, puisque les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ne veulent pas aider la population. Ils ont tout le moyen nécessaire, mais ils s'accaparent de tout. C'est ça qu'il faut... C'est pire et simple. Si c'était des gens qui ont leur bon gouvernement, comme des bons pères de famille, ils devaient penser à nous. Faire un peu de petites choses aujourd'hui, voilà, on est dans un grand pays riche qu'on manque de l'eau. Au Congo, il y a de l'eau. Comment fais-tu qu'on manque de l'eau? On a des délaisages, on a le soleil partout. Mais ça, c'est bête, ça. On peut même créer des panneaux solaires, mais ces gens-là, ils ne réfléchissent plus.
Ils veulent être là, gouverner. Mais pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, nous manquons de tout. Ils n'apportent rien. Et j'assume encore les mots. C'est la question de la bonne gouvernance qui pose problème. Si les évêques peuvent sensibiliser les citoyens à comprendre qu'il y a un effort à fournir finalement pour que les dirigeants reviennent à la bonne raison, finalement rassurer la bonne gouvernance, voilà. Ça, c'est la réflexion de votre éco-débatteur. Bienvenue, Bambale. Vous savez, les soucis, c'est quoi? C'est cette difficulté que l'opposition a à s'organiser, à pouvoir prendre en charge certaines revendications qui peuvent être tout à fait naturelles et légitimes de la population et qui conduit... Vous approuvez d'abord la démarche des évêques, si vous comprenez. Non, mais je n'approuve pas, ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas le rôle de l'Église. Mais simplement, je rappelle, parce que vous avez posé... Le dogme de l'Église catholique est spécifique, hein? C'est différent des autres dogmes. Oui, mais je vais bien. Mais encore faut-il que ces dogmes soient applicables à tout temps, de la même façon, sans pour autant se départir. Si on doit remonter les temps, on verra très bien que l'Église a été impliquée, notamment dans la soustraction des nazis, et c'est officiel. D'accord? Ils ont dû demander pardon par la suite à Israël. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur l'Église. L'Église a participé à l'Inquisition pendant les siècles. Les conquistadors tenaient leur pouvoir de l'Église. La controverse de Valladolid, qui disposait que les Noirs n'avaient pas d'âme, c'est l'Église aussi. Alors, je vais bien. Quand vous parlez d'Église, nous qui avons un peu de science, notamment en cette matière-là, on doit se retenir de pouvoir élargir le champ de tout ce qu'on peut reprocher à l'Église. Personne ou aucune institution n'est exempt de certaines difficultés. Et l'Église, en l'occurrence, ne peut pas s'autoriser à croire qu'elle a les permis de pouvoir détruire un État, comme la RDC, qui a eu difficile pour moi de se mettre en place. Mais le déficit votre question, sur la bonne gouvernance, c'est là, on doit reconnaître. Votre question, M. Pascal, est tout à fait légitime, mais malheureusement, vous n'avez pas une opposition qui peut vous répondre. Vous avez lutté, vous avez posé la question, vous allez reposer la question et tout ça. On vous ramène sur un autre débat qui n'a rien à voir. Donc, c'est ça, au fait, qui est la difficulté avec notre opposition. Parce que bon, ils ne parlent pas de la même voix, chacun parle à sa façon, chacun vient avec ses propres revendications, soit sentimentales, soit... Mais tout est... Il y a une sorte de cafouillage au niveau de l'opposition. Mais l'évidence aussi est là. Leur constat sur le style de vie du Congolais aujourd'hui, oui, c'est déplorable. Oui, mais rien ne va. Qui peut contester ça aujourd'hui? Souvenez-vous, entre 2011, 2012 et 2013, les discours devant la nation du chef de l'État. Il a dit, il a répété. Chapelet de bonnes intentions. Non, il a reproché au gouvernement d'avoir toujours présenté les cadres macroéconomiques comme étant les saluts absolus. Et qu'en est-il du social? C'est de la bouche du chef de l'État. Mais simplement, si... les sanctions doivent en suivre. Je vais bien. Ça, c'était Vous avez telle idée, le Premier ministre ne sait pas pragmatiser vos idées, mais je crois que c'est le temps de se séparer. C'était notre débat. Comment faire... Mais si la personne qui place le Premier ministre, la même personne déclare qu'il y a un problème par rapport au social, si la personne qui place les gouvernements, la même personne déclare qu'il y a un problème en termes de corruption, qu'il fallait absolument monter une structure nouvelle pour la corruption. La même personne dit qu'il y a un problème par rapport au viol des femmes et tout ça, crée une autre structure à ses côtés pour gérer ces problèmes-là. Donc, il y a quand même une conscience permanente dans ce secteur-là. Maintenant, la question majeure que vous avez posée par rapport au comportement de l'Église, qui travaille dans la vacuité de l'opposition, qui n'existe pas cette opposition. Elle est là, elle vogue à tout vent, elle sème à tout vent, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Bon, monsieur Bambale, vous savez, les calculs, les mathématiques sont simples. C'est ce qui est l'avantage avec les mathématiques. Si les chefs du gouvernement se promènent avec 6 véhicules... Ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple. Oui, mais non, mais attendez, il faut quand même que les gens qui nous entendent puissent savoir qu'on ne peut pas aller au-delà du raisonnable et ça devient comique. Les chefs du gouvernement se promènent avec 6 véhicules, dont la pièce est autour des 40-45 000, les prix sont là, ce sont des véhicules qui viennent d'une structure ici locale, on connaît. 6 multiplié par 40, ça fait combien? Très bien. Le personnel qui est affecté là-bas est payé par l'État à hauteur peut-être de 300 ou 400 $ mensuels. C'est connu. Donc l'un dans l'autre, ce sont les véhicules de l'État. Il emploie ça en fonction, c'est pour l'État, ce n'est pas pour lui. Donc on sera tout au plus par rapport
à cet outil de l'État qui se trouve dans le monde entier, il n'y a pas que la RDC. Il y a un protocole à respecter à un certain niveau de responsabilité. D'une part, le chef de l'État ne peut pas se traîner avec 10 millions de dollars sur lui, ça n'existe pas. Parce que s'il a 10 véhicules, ça sera à la même hauteur, sauf les véhicules dans lesquels il se trouve, qui sont blindés, qui sont prévus pour protéger les chefs de l'État. Dans ce pays, on a perdu un chef de l'État, qui vous en souviennent, qui a été assassiné. Et la protection des chefs de l'État ne peut pas... Vous n'allez pas nier l'opulence dans laquelle vivent finalement les ministres. De deux choses l'une. Oui. Si vous parlez du protocole... Comparativement aux Congolais... Non, qu'on fasse la part des choses, M. Pascal. On est dans une salade, on met tout. Si vous voulez qu'on parle de la rubrique de la gestion de l'État et des outils qu'on met en place pour permettre à quelqu'un d'assurer sa mission ou d'assumer sa mission, c'est une chose. Maintenant, si vous sortez de là pour parler de la corruption de ceux qui ont le pouvoir éventuellement... Ça, c'est notre... Ça, c'est ça. Voilà. Et maintenant, l'opulence tirée de la corruption, parce qu'il construit les maisons, ce n'est pas en fonction de son salaire. On nous fait signe de l'autre côté que nous sommes allés trop vite. Voilà. Le temps est allé trop vite, oui. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faut devoir avoir. On a une difficulté avec la lecture. On n'a pas la lecture au niveau de l'opposition. Toutes vos questions, finalement, vous n'aurez pas des réponses parce que, malheureusement... On va revenir sur la question sociale. Monsieur le président de MJC voilà. a un souci majeur. Il est dans une corporation qui ne sait pas se fixer les objectifs ni les caps, lui-même est perdu, il va nous balader ici et là et tout ça, gentiment, on va les suivre, mais bon, on est plus dans l'ordre de l'amusement qu'autre chose. L'opposition ne sait pas fixer les objectifs, mais non. C'est ce que dit Maître Guillaume. Alors, on parlait de la campagne des évêques, parce que quelque part aussi on parle de l'enrôlement, donc on appelle la population à prendre massivement l'enrôlement parce que bientôt on va lancer l'opération. Alors je me dis, je vois que l'objectif pour les évêques c'est les élections, les objectifs pour les évêques c'est comment respecter les mandats, ça c'est de mon point de vue, parce que je vois par le passé le Quel est l'objectif pour l'opposition, c'est ça la question? Alors moi je pense qu'aujourd'hui, il doit plutôt se sentir, je dirais, heureux et content, parce qu'aujourd'hui les Congolais se sont plus, je dirais, enfermés dans ces églises-là. Puisque grâce à ça aussi, ça empêche les gens de se révolter. Hein, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vivent un peu de l'amour et, je dirais, de l'eau fraîche. Au Congo, il n'y a rien. Dieu fera. Voilà, Dieu fera. Mettons, s'ils parlent comme ça des églises, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces églises-là, pour eux, ça devient un peu, je dirais, inutile. Alors, grâce à ça, aujourd'hui, qui appelle la paix au Congo, qu'aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir, ils sont incapables de nourrir la population. Aujourd'hui, si, mettons, ils mettent en doute les évêques, qui ne sont pas des pasteurs, des Benzambi, tout ça, mais c'est des gens qui sont sérieux, qui parlent pour la réalité. Mais donc, je veux compléter. Ça, vous dites une chose que je n'ai jamais dit. Oui, mais moi, je ne peux devenir évêque, excusez, oui, mais... qu'un licencié ou un docteur en philosophie. Mais alors, c'est des gens qui ont suivi la théologie. C'est des gens qui ont été, je dirais, à l'école, qui ont appris quelque chose. Ce pas des gens qui sont réveillés, j'ai une vision, non. Ce sont des gens qui ont été, je dirais, suivis, qui ont fait leurs études de théologie. Ce sont des gens qui parlent réellement pour, je dirais, l'intérêt de la population. C'est l'opposition. Soyez galant quand vous parlez, moi je ne parle pas, donc laissez-moi parler quand même. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, vous mettez en doute aujourd'hui ces personnes de Dieu, ce ne sont pas des pasteurs des églises, des éveils, hein, ce sont vraiment des missionnaires, les Sangoko m'ont dit à l'époque. Qui vivent avec la population, évidemment, avec la misère. Mais ils contestent leur... connaissent la réalité à l'intérieur. Évidemment, ils contestent leur dit en disant que voilà, ces gens-là, ils viennent mettre du poudre, je dirais, au feu. Alors malheureusement, c'est grâce à eux, ils mettent un peu la paix. Mettons si vous voulez, mais faisons simple. Fermons les églises, vous allez voir qu'au Congo, là, ça va se réveiller. Vous allez tous fuir. Le Congo, c'est pas, je dirais, le Brazzaville, ou bien le Rwanda. C'est un grand pays. Donc aujourd'hui, si ça se contient comme ça, parce que les gens, ils sont posés, ils croient à quelque chose que vous ne réalisez même pas. Demain, toutes ces églises-là sont fermées. Je vous garantis, dans 2 jours, le pouvoir en place, vous fouillez. Les gens, ils ont faim. Les gens, ils en ont marre de vous. Ils ne s'en sortent pas. Mais grâce à ces églises-là, ils croient à quelque chose. Tous les gens ont prié leur bon Dieu. Moi, à côté de chez moi, j'ai une église qui ouvre à 5h du matin. Je reste encore avec vous, vous parce qu'on imaginez n'a pas un peu beaucoup de temps. On aborde l'autre question. Le dollar aujourd'hui s'échange à 111 francs congolais. Alors, parce que nous parlons du social également, ça c'est un aspect qui nous permet de sentir le degré de difficulté que court ou passe maintenant la population. Alors, l'augmentation du dollar sur le franc congolais, opposition, quelle réaction? Alors, ça rejoint à ce qu'on dit, c'est la mauvaise gouvernance. On ne peut pas vivre de la sorte. Aujourd'hui, le Congolais vit avec moins de $1. Mettons, il parle, oui, il a avoué que le chef de gouvernement, le ministre, roule avec 6 voitures de $40 000. 6 voitures. Dans ces 6 voitures, il y a qui dedans?
À chaque voiture vaut 40 000 $, fois 6, sans compter le personnel. Donc, il avoue. On a vu des pays où le chef d'État qui est sorti dit voilà, désormais, dans mon gouvernement, vous prenez des Renault 4. N'est-ce pas? Pourquoi pas ici au Congo? Vous voulez tous avoir des grosses 4x4, 6. Pourquoi faire? Nous, on crève de faim. Vos voisins, ils vont pas à l'école. Les enfants, ils n'ont pas des hôpitaux. Vous voulez faire le match vu. Vous voulez s'en sortir. Mais les gens, ils s'en sortent pas, monsieur. Donc, il y a un problème de votre gouvernance. Surtout, monsieur. Et en plus, vous voulez rester encore au pouvoir. Moi, je dis non. Alors, malgré tout, vous voulez encore rester au pouvoir. Vous ne parvenez pas à assurer le social du Congolais. Aujourd'hui, dollar à 111 francs congolais. Est-ce qu'il faut encore garder cette équipe? Il faut la changer carrément. Parce que ça ne va plus. On est parti de 500, s'il vous plaît, depuis quelques mois, de 500 à 1100 aujourd'hui, Maître Majolo. Ça énerve et maintenant ça fait souffrir davantage la population. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Maintenant, l'inflation, nous sommes partis de quelle inflation avant 98-99 à aujourd'hui? Nous sommes partis de quelle situation? Essayez quand même de voir ça. On a stabilisé. Mais on a stabilisé sur quelle base? On a vu quand on était avec Mozito, finalement, il était stabilisé. Mais depuis que Matata est là, en tout cas, ça ne s'est qu'augmenter. Monsieur Pascal, regardez la conjoncture internationale. Regardez à un moment donné les dollars face à l'euro. Regardez tout ça. Ne faites pas une politique qui soit une politique congolaise alors que nous vivons dans un environnement qui est international. C'est-à-dire qu'on a eu l'histoire de la chute des cours de la bourse aux États-Unis. C'était l'effet de la RDC. Les gens ont perdu énormément ce qu'ils avaient investi. Il y a eu l'inflation américaine, c'est sur la RDC. L'inflation japonaise qui avait atteint un niveau extraordinaire, c'est la RDC. La Grèce qui est en faillite totale, c'est la RDC. Il y a des pays solidement installés depuis très longtemps. La conjoncture internationale, il y a des pays qui ont des économies très solides, qui peuvent résister.